Bonjour, je vous présente Noémie Buffy, qui est psychologue de l'éducation nationale. Et voici Fabien Federico qui fait le même métier. Aujourd'hui, on va vous parler des troubles du comportement. C'est un bien grand mot qui regroupe beaucoup de réalités différentes et on va essayer dans cette vidéo de vous aider à décrypter tout ça. Alors déjà, de quel constat partons-nous? On a remarqué dans les différents lieux où on travaille qu'il y a de nombreux enseignants qui rencontrent des difficultés pour accompagner les enfants qui présentent des comportements perturbateurs. D'accord. Est-ce que nous avons des chiffres? Alors oui, d'après une étude de l'ENAPI en 2023, 13% des enfants de 6 à 11 ans présentent un trouble de la santé mentale. Donc ça représente environ 3 élèves par classe. Avec l'école inclusive, l'éducation nationale a pour ambition d'accueillir tous les élèves. Nous allons essayer de vous donner, à travers cette prévention, des éléments de compréhension qui ne constituent pas une démarche diagnostique, mais qui vont pouvoir vous donner des éléments de repérage, d'identification, qui peuvent constituer pour vous des signes d'alerte afin de proposer d'une part des aménagements en classe et d'autre part de mobiliser différents acteurs en interne, que ce soit le RAZ ou en externe, le médico-social. Nous vous proposons donc dans une première partie de vous parler des différentes classifications qui existent concernant ces troubles et des différents signes qui peuvent être observés. Dans une seconde partie, nous évoquerons plutôt ce qui peut être mis en place en classe. Comment on peut gérer les troubles du comportement à l'école. Nous vous partagerons ensuite 2 études de cas, puis pour terminer, nous vous proposerons différentes ressources et outils à utiliser. Dans cette première partie, je vais vous parler des définitions et d'une classification internationale de référence qui est le DSM-5. Qu'appelle-t-on trouble du comportement? Je vais commencer mon propos par un petit point lexical sur ces termes. On parle aujourd'hui de trouble, c'est ce qui perturbe à la fois le corps et l'esprit de l'enfant, comme une variation de la normalité. Le trouble constitue une perturbation de l'homéostasie de l'individu, aujourd'hui considérée d'un point de vue bio-psychosocial. Il constitue en quelque sorte une variation de la normalité, comme un écart par rapport à la norme. Bien qu'il n'existe pas de définition consensuelle du trouble médical, le DSM, qui est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, aujourd'hui on en est à la 5e version, ce DSM propose une définition du trouble mental. Je vous cite la définition du DSM-5. Un trouble mental est un syndrome caractérisé par une perturbation cliniquement significative de la cognition d'un individu, de sa régulation émotionnelle ou de son comportement, et qui reflète l'existence d'un dysfonctionnement dans les processus biologiques, psychologiques ou développementaux, sous-tendant le fonctionnement mental. Le DSM précise également que souvent est associée une détresse. Détresse qui est évidemment du côté de l'enfant, mais qui concerne aussi son entourage, à savoir la famille, mais aussi les enseignants. Aujourd'hui, le terme de trouble a remplacé celui de maladie mentale. Concernant le terme de comportement, il a été introduit en France en 1908 par le psychologue Henri Pierron, s'inspirant du mot anglais behavior. Le comportement renvoie à ce qui est visible et correspond aux actions extérieures de l'individu. Il se distingue de l'attitude, qui elle comporte une disposition psychologique, qui est du côté plutôt d'une posture plutôt que de l'action. Son aspect manifeste découle en partie de processus internes, psychiques et physiologiques, qui sont non visibles. C'est ce que l'on verra par la suite avec les différents troubles. Merci Fabien pour cette définition générale concernant ce concept qui englobe plusieurs notions. Mais finalement, quand on parle de troubles du comportement, quels sont les signes qui peuvent être observés? Vous vous en doutez, il n'y a pas une seule façon dont s'expriment les troubles du comportement. Souvent, en entendant ces termes, on a en tête l'image d'un enfant agité, perturbateur, pouvant être empreint de comportements violents. En fait, on peut distinguer les troubles du comportement dits externalisés et les troubles du comportement dits internalisés. Les troubles du comportement dits externalisés, ils se manifestent de façon visible et perturbent souvent l'environnement de l'enfant. Ils comprennent des comportements agressifs, impulsifs, perturbateurs. Les troubles du comportement dits internalisés,
Il se caractérise par des difficultés qui se manifestent plutôt à l'intérieur de l'enfant. Donc ça va être des manifestations telles que l'anxiété, la dépression, le mutisme, les troubles du sommeil. Les enfants, ils peuvent rencontrer des difficultés de concentration, ils peuvent avoir des difficultés d'intégration sociale auprès des pairs. Les troubles du comportement internalisé, ils peuvent être plus difficiles à détecter étant donné que les signaux sont moins visibles. Leur impact sur le bien-être de l'enfant est toutefois tout aussi important. Concernant les troubles externalisés, je vais vous présenter les principaux troubles que l'on retrouve chez l'enfant, bien que cette liste ne soit pas entièrement exhaustive. Tout d'abord, le trouble oppositionnel avec provocation, qu'on appelle aussi le TOP. Ce trouble est caractérisé par une attitude défiant l'autorité, des disputes fréquentes et une irritabilité. On trouve notamment, plus spécifiquement dans ce trouble, une humeur colérique, irritable, un comportement querelleur et provocateur, voire un esprit vindicatif, qui persiste pendant au moins 6 mois et se manifestant durant l'interaction avec un père extérieur aux membres de la fratrie. La prévalence de ce trouble, c'est 3% chez les enfants. Et 4 critères doivent être présents parmi les symptômes suivants. Donc on a dit évidemment l'humeur colérique, le comportement querelleur, avec beaucoup de colère, un enfant qui est susceptible, qui est facilement agacé par les autres et qui est plein de ressentiment. Un enfant qui conteste souvent les personnes en position d'autorité, que ce soit avec les enfants ou les adultes, qui s'oppose activement ou qui refuse de se plier aux règles. Ce sont également des enfants qui embêtent souvent les autres délibérément ou qui font souvent porter à autrui la responsabilité de leurs erreurs ou de leur mauvaise conduite. La sévérité de ce trouble peut être de léger à moyen comme à grave. Maintenant, je vais vous parler du trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qu'on appelle le TDAH. Le TDAH est d'abord un trouble neurodéveloppemental. Selon la sévérité, il peut entraîner une altération du fonctionnement social, interpersonnel et individuel sur le plan de la scolarité. Dans le type de prédominance qu'on appelle hyperactivité-impulsivité, l'enfant peut avoir un comportement opposant, provocateur, voire hostile. Mais pas seulement. Il peut remuer ses mains, ses pieds, se lever souvent en classe, courir et grimper dans des situations où ne s'est pas approprié. Ces éléments comportementaux sont une conséquence du trouble neurodéveloppemental et des difficultés dans les fonctions exécutives, notamment pour l'inhibition comportementale. Le TDAH n'est pas mieux expliqué par la présence d'autres troubles, mais peut comprendre des troubles associés qui s'ajoutent au tableau clinique. Il n'est pas le résultat d'un manque d'éducation. Les symptômes bruyants manifestent souvent une détresse significative, que ce soit pour l'enfant, mais aussi pour les parents. Le TDAH, en termes de prévalence, concerne 5% des enfants en France. Il s'agit d'à peu près 1 ou 2 enfants par classe. Concernant le trouble du spectre de l'autisme, qu'on appelle TSA, le TSA est plutôt un trouble neurodéveloppemental également, à ne pas confondre avec les troubles du comportement. Dans le cadre d'une sévérité des troubles, notamment l'absence de langage chez l'enfant TSA, ou lorsqu'il y a des troubles associés tels qu'un déficit intellectuel, l'enfant peut manifester des crises de type explosion, ce qu'on appelle de rage-angoisse, ayant pour conséquence une atteinte pour le sujet et pour autrui. Dans ce cadre, le trouble du comportement est dit secondaire au TSA. Il peut s'expliquer par différents aspects, des troubles sensoriels, une difficulté dans la gérance des émotions et de l'affectivité, notamment des angoisses, parfois en lien avec le déficit de la réciprocité socio-émotionnelle dans l'interaction avec autrui. Pour le TSA, la prévalence est de 2% des enfants. Il y a aussi dans une perspective psychanalytique ce qu'on appelle aussi les personnalités limites ou les pathologies limites de l'enfance. Il convient bien entendu dans ce type de trouble de considérer la personnalité de l'enfant comme non figée et qui n'est pas terminée puisque la personnalité se stabilise à la fin de l'adolescence. Mais dans ce type de trouble, on repère souvent des réactions à des difficultés internes, psychiques, qui font que l'enfant va manifester des troubles externalisés. Par exemple, les angoisses de séparation que l'on peut retrouver particulièrement chez les petits en maternelle, on va avoir des provocations de réactions agressives, des pleurs de rage chez l'enfant qui dépassent son comportement habituel.
Dans les pathologies limites de l'enfance, le lien social peut être ainsi marqué par la violence, la cruauté, le mépris. Il s'agit souvent d'enfants instables et agités qui vont répondre par des crises de rage et de frustration. Sur le plan psychique, ça se traduit par un trop-plein d'excitation. C'est l'évacuation par l'agir du trop-plein, qui signe l'échec du traitement psychique. Ces enfants qui sont dits poussant à bout, les parents, provoquent des rétorsions, ce qui provoque en retour un rejet, voire des violences. Ajoutez à ça une identification de l'enfant au mauvais objet, dont il aura du mal à sortir. L'agir violent de l'enfant peut être entendu comme une recherche au dehors d'une limite contenante qui est défaillante à l'intérieur. Il s'agirait de trouver un réceptacle au débordement pulsionnel dans l'espoir de trouver un objet qui résiste à sa destructivité. Si Fabien nous parle de tout ça et de tout ce qu'il est possible d'observer, c'est parce qu'il est important de repérer les comportements de l'enfant afin de pouvoir ajuster au mieux les interventions qui vont pouvoir lui être proposées. C'est pourquoi nous vous proposons ce conseil, tenir un journal de comportement. En fait, ça permet de suivre les comportements de l'enfant de manière plus objective, en notant dans l'après-coup ce qui s'est déroulé dans la journée. Ça permet de voir s'il y a des variations dans les attitudes de l'enfant, les contextes d'apparition des comportements, ainsi que leur fréquence. Concernant les causes des troubles du comportement, il y a des facteurs internes et des facteurs externes. Pour comprendre les facteurs internes, ce sont des éléments liés à l'enfant lui-même, c'est-à-dire comme des problèmes biologiques ou neurodéveloppementaux, comme par exemple ce qu'on a pu voir avec le TDAH ou le TSA, voire le trouble de la déficience intellectuelle. Les facteurs externes concernent des éléments provenant de l'environnement de l'enfant, des difficultés familiales, des divorces, des maltraitances, des instabilités dans le foyer, qui peuvent marquer aussi une instabilité mentale chez l'enfant, et ainsi que des situations de stress telles que le harcèlement ou les exclusions. Il est également important d'observer le comportement de l'enfant face à la tâche scolaire. Est-il en difficulté ? Si oui, est-ce qu'il s'en rend compte ? Est-ce que la mise au travail est déjà difficile ou alors c'est durant l'exécution de la tâche que le comportement apparaît ? Est-ce que le comportement apparaît si la tâche apparaît plus complexe pour l'enfant ? Comprendre le contexte d'apparition du comportement, ça nous permet de mieux intervenir par la suite. Les comportements, ils peuvent être mis en lien avec différentes choses. Par exemple, est-ce que le comportement il peut être mis en lien avec une difficulté dans la compréhension de la consigne, un manque de vocabulaire, des difficultés en lecture qui entravent l'accès à la tâche pour l'enfant. Est-ce que ça va plutôt être une difficulté attentionnelle ou bien est-ce qu'il y a peut-être une peur de l'échec où l'enfant va du coup peut-être rejeter le travail qui est proposé? Avant toute intervention, il est important de savoir si l'enfant a des troubles sensoriels tels que l'audition ou la vue, puisque des troubles sensoriels particulièrement maternels peuvent engendrer des difficultés comportementales, voire des intolérances. Il est important de noter également que les différents troubles dont je vous ai parlé précédemment sont issus de la classification internationale qui est le DSM-5. Mais dans une perspective dite analytique du fonctionnement psychique qui pense ces symptômes comme ayant un sens pour le sujet, donc pour l'enfant, de ce point de vue, le trouble peut être l'expression d'un conflit inconscient que le sujet porte à son insu. Que ce soit une légère frustration ou un sentiment d'injustice, les enfants qui présentent des troubles du comportement, ils peuvent avoir des réactions qui paraissent démesurées par rapport à la situation vécue. Ces élèves y rencontrent souvent des difficultés à s'exprimer. Ils peuvent avoir un faible vocabulaire. On peut considérer parfois que le comportement devient un mode d'expression corporelle, une voie de décharge par lequel l'enfant passe puisque les émotions ou les ressentis n'ont pas pu être élaborés. J'aimerais émettre un point de vigilance concernant les idées reçues. Pour cela, je vais vous relater l'expérience de Rosenthal en 1968 qui a mis en évidence l'effet Pygmalion. En fait, Rosenthal il a mis en évidence l'influence des attentes des enseignants sur les performances scolaires des enfants. Dans une école américaine, les scientifiques ont informé les enseignants
qu'ils avaient dans leur classe des enfants qui avaient montré des performances exceptionnelles lors d'un test de QI. En fait, ils avaient réellement passé un test, mais qui n'avait aucun fondement scientifique. Ces élèves, ils avaient été désignés comme promettant à faire de gros progrès durant l'année scolaire. En réalité, les élèves, ils avaient été choisis totalement au hasard et ne différaient pas des autres en termes de capacité. Cependant, les enseignants, ils croyaient en leur potentiel plus élevé. Ils ont commencé du coup à avoir des attentes également plus élevées à leur égard. À la fin de l'année scolaire, les élèves qui avaient été désignés comme ayant un potentiel ont effectivement montré de meilleurs résultats scolaires, une meilleure progression durant l'année scolaire par rapport aux autres enfants. Rosenthal, il en a conclu que les attentes des enseignants avaient eu une influence sur la façon dont ils se comportaient et dont ils interagissaient avec ces élèves, en leur offrant plus d'attention, plus de soutien et plus de temps pour répondre. Cela a renforcé la confiance des élèves et a favorisé leur progrès. L'effet Pygmalion, il montre que les attentes et les croyances que les enseignants ils avaient pour ces enfants, ça a eu un impact réel et tangible sur les performances scolaires. J'aimerais faire un lien avec le paradoxe des diagnostics en milieu scolaire. Vous n'êtes pas sans savoir que pour aider un enfant qui peut-être pourrait bénéficier de compensation auprès de la MDPH, il faut transmettre un dossier qui va être étayé de nombreux bilans et diagnostics. Alors certes, on ne va pas déroger à cette règle qui est importante pour que la MDPH puisse analyser le dossier convenablement et fournir à l'enfant ce qui sera le plus adapté pour lui. Vigilance toutefois à ne pas enfermer l'enfant dans une catégorie. J'ai l'impression que parfois cela peut court-circuiter la réflexion concernant l'accompagnement de cet enfant. Bénéficier d'un diagnostic, c'est important, certes, mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment on accompagne cet enfant-là? Les troubles du comportement sont-ils un handicap à la vie scolaire? On peut dire que oui, parce qu'ils empêchent l'enfant de s'adapter aux exigences de la vie scolaire en termes de respect des règles, en termes d'interaction sociale ou de gestion des émotions. L'inclusion scolaire d'un enfant avec des troubles du comportement demande des ajustements et des aménagements au même titre qu'un élève qui présenterait un handicap physique et cognitif. Finalement, quels aménagements à la vie scolaire? D'un point de vue individuel et social, concernant les apprentissages, on va essayer d'adapter les stratégies pédagogiques, les aménagements comme structurer l'environnement temporel et spatial de l'enfant, les espaces de retrait, ou encore créer ce qu'on appelle des contrats de comportement. Il est important, lorsqu'on a bien identifié les difficultés qui gravitent autour de l'enfant, d'en faire la synthèse et d'informer les acteurs concernés, notamment le RASED, qui est présent au sein de l'école avec les psychologues de l'éducation nationale, mais également le maître G, qui est l'enseignant spécialisé à dominante relationnelle et qui va aider à la réflexion concernant les aménagements avec les interventions de nous également, les psychologues de l'éducation nationale, et le partenariat que l'on peut faire avec les familles. Si nécessaire, il peut être demandé à la famille, dans ce cas, d'être accompagné par des professionnels externes, tels que des orthophonistes, des psychomotriciens, voire encore des CMP pour enfants. En classe, de manière générale, il est essentiel d'imposer des règles, simples et claires. Les conséquences précises en termes de gains ou de sanctions doivent être explicitées. Les règles, elles peuvent être définies avec les élèves et évoluer. Les comportements acceptables et inacceptables, ils doivent être clairement expliqués en fonction des capacités de l'enfant. Les élèves qui présentent un trouble du comportement, ils ont besoin d'un cadre bienveillant pour apprendre. Certaines de ces règles peuvent être adaptées à leurs besoins. Il est important de valoriser les comportements positifs, les réussites et les progrès, même si c'est parfois difficile. En récapitulant les aspects positifs de la journée, l'enseignant il va aider l'enfant à reconstruire une image positive de soi, à renforcer la confiance de l'enfant. Soutenir et récompenser les comportements attendus par des récompenses, c'est bien plus efficace que de se concentrer sur les sanctions. Concernant le renforcement positif, de quoi s'agit-il exactement?
En fait, on considère le renforcement positif comme tout événement qui suit un comportement et qui accroît la possibilité que ce comportement soit répété. Les élèves, ils comprennent mieux la relation entre le comportement et le renforcement lorsque le renforcement il se produit directement après le comportement qui est attendu. Si cela est impossible, on peut alors prévenir l'élève à l'oral que le comportement attendu a été atteint et que la récompense suivra dès que possible. Donc pour utiliser le renforcement positif, on peut utiliser plusieurs types de renforçateurs. Par exemple, il y a la communication non verbale, donc le fait de faire un signe de tête, de faire un clin d'œil. Ça peut être par la reconnaissance verbale. C'est l'un des renforçateurs les plus efficaces. Ça peut être des activités ou des privilèges, comme jouer à certains jeux, être maître du temps, distribuer les copies, pouvoir effacer le tableau. Il existe le renforcement positif secondaire qu'on peut mettre en place à l'aide de jetons, de petites pièces ou de bons points pour les plus petits. Les jetons ils peuvent être encaissés en échange de privilèges ou d'accès à certaines activités. Donc on peut mettre en place des renforçateurs de différents types, comme vous le voyez. Le but, ça va être d'utiliser des renforçateurs que vous trouvez pratiques pour vous à mettre en place en classe et aussi quelque chose qui va fonctionner avec l'enfant. C'est-à-dire qu'il va falloir s'adapter au niveau, à la classe d'âge de l'enfant ainsi que selon ses attraits. Sachant du coup qu'il faut partir d'un comportement qui va être facilement accessible par l'enfant. C'est-à-dire que si on veut que le comportement attendu soit de participer à une activité en classe sans bavarder, il va falloir d'abord définir avec l'enfant que la récompense, elle arrivera par exemple au début, au bout de 2 minutes d'activité sans bavarder avec les enfants. Et petit à petit augmenter. Pour que le renforcement positif il puisse avoir un effet, il faut que l'enfant il puisse accéder à ce comportement-là au début. Et ensuite, petit à petit, on amplifie ce qui va être demandé à l'enfant. Il existe aussi les contrats de comportement qu'il est possible de mettre en place. Donc le contrat, il doit être clairement présenté et défini en présence de l'enfant et de ses parents. Il doit donc être élaboré avec l'enfant en identifiant les comportements à changer. Il est possible de l'inclure dans le processus en lui posant des questions comme « Qu'est-ce qui ne va pas à l'école ? Qu'est-ce que tu aimerais changer ?» Le contrat de comportement, il doit porter sur des comportements spécifiques, mesurables et limités, contrairement à définir des objectifs qui seraient trop généraux. Chaque jour ou chaque semaine, l'enfant y fixe avec l'enseignant un objectif précis qui va être évalué. Les contrats de comportement, ils doivent être conservés pour pouvoir être partagés avec l'ensemble des intervenants autour de l'enfant, dont les parents. L'objectif des contrats de comportement, ça va être d'amener l'enfant en situation de réussite et de matérialiser celle-ci à l'aide d'un support. En changeant une attitude précise et spécifique, l'enfant, petit à petit, il prend conscience qu'il peut modifier de lui-même et avoir un impact sur son comportement. Au niveau des aménagements pédagogiques en classe, il peut être intéressant de structurer l'environnement spatial et temporel de la classe. Donc l'objectif, ça va être de rendre le temps prévisible. Donc pour cela, on peut utiliser différents supports, comme des pictogrammes avec un planning visuel de la journée. On va pouvoir déplacer une petite photo de l'enfant selon les moments, les temps de la journée où il se trouve. L'objectif aussi, ça va être de préparer les transitions et de les anticiper. Donc pour ça, on peut aussi le faire de manière orale. Dans 5 minutes, on va changer d'activité. Dans 2 minutes, on va changer d'activité. On peut utiliser des horloges, des timers visuels. Au niveau spatial, il peut être intéressant d'organiser les espaces de travail pour minimiser les distractions. On peut coller par exemple un pot de crayon à la table d'un enfant qui est agité en mettant à l'intérieur uniquement ce qui va être nécessaire pour réaliser la tâche. Il peut être pertinent dans certaines situations d'expliciter à l'enfant quels sont les espaces personnels et les espaces communs en classe.
Dans le cas où il n'y aurait aucune amélioration, il est possible de saisir l'inspecteur de l'éducation nationale pour le pôle ressources et en concertation en équipe d'entrevoir par rapport à la situation, prendre des décisions collectives en termes d'emploi du temps aménagé, des interventions par les masses, voire la mise en place d'un conseiller pédagogique. Si la situation est toujours bloquée malgré la prise en charge et les adaptations, il y a la possibilité de faire une demande auprès de la MDPH de constituer un dossier en vue d'une orientation dans un DITEP qui statuera sur les modalités d'intervention. En termes d'établissements spécialisés, le DITEP peut proposer notamment des interventions modulables, intra et extra au niveau de l'école, c'est-à-dire que l'enfant peut avoir un emploi du temps aménagé avec des interventions en DITEP et un parcours scolaire qui reste dans des classes de référence. Si la famille n'est pas partenaire et que les adultes ou les enfants sont victimes de violences, dans ce cas-là, on peut entrevoir une IP, donc une information préoccupante. Nous allons maintenant évoquer ce que l'on nomme crise. On peut décrire une crise comme une manifestation brusque et intense, dans une durée limitée, d'un état ou d'un comportement, pouvant entraîner des conséquences néfastes. La gestion de ces situations de crise, elle est très difficile à mettre en place. C'est pourquoi il faut essayer, dans un premier temps, d'anticiper au maximum les crises. Il s'agit, dans un premier temps, de prévenir l'état de sidération dans lequel on peut se retrouver quand on est confronté à ces situations, et aussi de réduire le stress potentiel de l'enseignant. Il est essentiel de prévoir des stratégies en amont des crises. Qui fait quoi? Tout doit être prédéfini. Qui prend en charge l'élève? Comment? Où l'emmène-t-on? Que fait-on du reste de la classe? Est-ce qu'on met en place un espace de décharge pour l'enfant? Si l'enfant n'arrive pas à se calmer, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on appelle ses parents? Ses parents, s'ils ne peuvent pas venir, qu'est-ce qu'on fait? Tout doit être préparé en amont et explicité à tout le monde, c'est-à-dire également aux parents. Si l'enfant se trouve dans un état incontrôlable et que les parents sont dans l'impossibilité de venir chercher l'enfant, il est possible de mobiliser le SAMU en appelant le 15. Pendant une crise, il est important de ne pas minimiser la violence ou de nier ce qui a été vécu. L'objectif pour l'enseignant, ça va être de rester maître de soi, essayer de rester aussi calme que possible et masquer sa peur ou son angoisse si elle est présente. Il est conseillé d'adopter une posture empathique en se mettant par exemple à la hauteur de l'enfant et d'éviter la contention physique, sauf si l'enfant met en danger son intégrité physique ou celle des autres. C'est l'observation de l'enfant durant la crise qui va permettre de déterminer la posture la plus adaptée par l'adulte. Une fois que la crise est passée, il va falloir également essayer de préserver le reste de la classe, en leur offrant un espace de parole sur ce qui a pu se passer, en essayant de ne pas stigmatiser l'enfant évidemment. Il va également falloir préparer le retour en classe de l'enfant qui a réalisé la crise, en l'accueillant de manière bienveillante et en lui expliquant directement ce qui s'est déroulé en son absence pour qu'il puisse reprendre le fil de l'activité. Le plus important dans ce genre de situation, c'est de ne pas rester seul. C'est pourquoi il est très important de communiquer avec tous les acteurs impliqués dans la scolarité de l'élève sur ce qu'il s'est produit. Dans l'après-coup, il peut être intéressant de tenter d'analyser les effets de la crise sur l'enfant, sur l'enseignant et sur le reste de la classe. Afin d'illustrer nos propos, nous allons vous présenter 2 études de cas, donc des situations réelles qui ont été vécues dans le cadre de nos fonctions. Évidemment, les prénoms ont été changés. Je vais d'abord vous parler de Kylian, qui est un enfant de 8 ans en classe de CE2, dans la même école depuis le CP. Il est décrit comme un enfant participant en classe, volontaire,
et dont les résultats scolaires sont convenables. Depuis 2 semaines, l'enseignante, elle remarque un changement d'attitude. Kylian, il termine ses activités en retard, il se retrouve dans des situations conflictuelles lors des temps de récréation. L'enseignante, elle observe ce changement de comportement qui s'amplifie la semaine suivante avec une forte augmentation de son agitation. Kylian, petit à petit, refuse de se mettre en activité. Il se met en retrait, que ce soit en classe ou dans les autres temps de l'école. Donc l'enseignante, dans un premier temps, elle va mobiliser la famille et proposer un rendez-vous. C'est le papa qui viendra seul et qui explique au domicile une situation particulière. En fait, le couple est en procédure de divorce et madame cherche un endroit où s'installer afin de déménager. Monsieur y partage les inquiétudes de l'enseignante et observe lui aussi un changement de comportement au domicile. L'enseignante, elle peut déjà avoir quelques clés de compréhension concernant la situation de Kylian et adapter son comportement en classe. Par exemple, le mobiliser sur une moindre mesure à l'oral, lui fournir un timer visuel afin de l'aider à se concentrer sur une durée plus définie et plus courte sur une activité. Ici, Kylian, il est confronté à une situation instable au domicile. Il a besoin d'un cadre et de repères contenants à l'école. Les semaines passent et le comportement de Kylian est toujours préoccupant. Il peut se montrer violent envers ses camarades et ne se met pas au travail. L'enseignante, elle va mobiliser le RASED et c'est le psychologue de l'éducation nationale qui va rencontrer la famille, Kylian, en présence de ses parents. Il est convenu que le psychologue de l'éducation nationale, il revoit l'enfant, puis plus tard la famille. L'enseignante et le RASED, ils communiquent assez fréquemment concernant cette situation afin de la réévaluer. Le comportement de Kylian, il s'apaise petit à petit. Le couple parental ne vit désormais plus ensemble. Ils restent toutefois engagés dans la scolarité de leur enfant. Dans ce type de situation où l'élève il est confronté à une situation particulière qui rompt avec les habitudes établies, comme par exemple un contexte de séparation, une naissance ou bien un décès, il est important de laisser du temps entre les différentes interventions. Suite au cas que vous a présenté Noémie précédemment, je vais maintenant vous présenter un second cas qui illustrera chez un enfant en grande section une symptomatologie durable et qui l'empêche d'être suffisamment adapté en maternelle. Cyriaque est un enfant de 3 ans qui est actuellement en classe de petite section de maternelle. Cet enfant, qui a fait sa première rentrée, montre dès les premiers jours des difficultés à se séparer de ses parents pour rejoindre la classe. On parle dans ce cas d'angoisse de séparation. Ses réactions sont explosives. Il se met à hurler, à se coller contre la porte de la classe avec des pleurs incessants pendant toute la matinée. Les jours suivants, Cyriaque a le même comportement, mais parfois il peut se calmer et l'enseignante ainsi que la TSEM arrivent momentanément à attirer son attention avec des jouets. Les premières semaines passent et Cyriaque montre une légère adaptation à venir à l'école, mais la séparation reste très douloureuse et les parents semblent démunis. Ce qui arrive progressivement à la place de ces crises liées à la séparation, ce sont des comportements de violence envers ses camarades, comme frapper, voler des jouets et pousser ses camarades. Cyriaque ne parle pas vraiment ou quelques rares mots sont prononcés. Un bilan orthophonique est prévu, mais Cyriaque se montre très agressif et intolérant au changement de cadre et d'intervenant. Lors du passage aux toilettes, il peut être dissipé et tester le cadre. Lors des regroupements et activités en groupe classe, il semble peu concerné par les consignes collectives et il a souvent besoin d'étayage personnel provenant d'un adulte pour le recentrer et le contenir. Les parents, relativement démunis, décrivent leur enfant à la maison comme intolérant à la frustration et ayant un sommeil parfois très agité. Le RASED est contacté afin de venir en aide à l'institutrice. Le psychologue scolaire se mobilise d'abord pour faire une observation en classe de l'enfant et pour rencontrer les parents. L'observation permet de comprendre les éléments suivants. Une externalisation des affects et des conflits de manière interpersonnelle, avec une difficulté liée à la frustration et à la gestion émotionnelle. Le deuxième point, en termes d'idées et de propositions, c'est de travailler sur le cadre, la contenance,
lui permettent de conflictualiser en interne, de manière psychique, plutôt que de conflictualiser en externe, avec ses camarades. Proposition à l'issue de l'observation, des aménagements en classe, d'abord un système de punition à l'aide d'un pictogramme lors de la transgression et une mise à distance temporaire du groupe le temps qu'il se calme. Communiquer et expliquer des instructions claires, structurées et appropriées pour son âge. Évidemment, il est intéressant dans ce cas de recevoir les parents plus tard pour élaborer autour de la problématique de l'enfant et voir si ces aménagements ont pu être efficients. Pour ce qui est du côté pratique, en résumé, lorsqu'on a des élèves avec des difficultés de comportement, il est intéressant de tenir un journal du comportement. On y note le déroulé de la journée, le comportement de l'enfant au cours de cette journée, la fréquence d'apparition de ce comportement. Ça permet d'identifier des déclencheurs et de prévenir les crises. Vous pouvez remplir une grille d'aide à l'observation. Des modèles vous sont proposés en description. La plateforme Cap École Inclusive fournit également un questionnaire en ligne permettant d'identifier les difficultés de l'enfant et les adaptations à mettre en place. Il peut également s'avérer nécessaire de structurer le temps à l'aide de pictogrammes. Ainsi, on matérialise le déroulé de la journée pour les élèves. On peut également y associer des timers, toujours avec leurs pictogrammes pour permettre aux élèves de voir le temps restant. Lorsque, malgré les mesures organisationnelles prises, le comportement est toujours inadapté, il est possible de réaliser un contrat de comportement. Il implique l'élève, ses parents, qui devront signer le contrat. On y met 1 ou 2 objectifs de comportement clairs, positifs et atteignables sur une durée déterminée. Par exemple, objectif 1, je règle mes conflits sans violence et avec un message clair. L'élève doit pouvoir suivre son comportement et s'auto-évaluer au cours de la journée. En description, vous trouverez un exemple de suivi et des exemples de contrats en fonction de l'âge des enfants. Vous trouverez également à la fin de la description une fiche résumée des champs de compétences des personnes ressources de l'école concernant la prise en charge des élèves en difficulté de comportement.